Et quelle politique de l'énergie pour la Guadeloupe? L'ensemble des acteurs étaient réunis aujourd'hui à l'hôtel de région pour réactualiser la programmation pluriannuelle de l'archipel. Un document 4 qui donnera la trajectoire prise par le territoire en matière d'énergie. Et l'autre titre de ce jeudi, c'est la première plénière de l'année du conseil départemental. Les conseillers ont débattu sur le plan d'action et les résolutions issues des assises de la famille. L'objectif, repenser les politiques familiales mises en place chez nous. Et plus de 4 mois après l'incendie qui a détruit une partie de l'hôpital, le pôle Esri a entamé son déménagement à Palais-Royal. Un transfert en douceur que nous suivrons ce soir avec Anne-Elisabeth Artsen. Et nous reviendrons ce soir aussi sur l'hommage rendu à Gérard Coué à la gendarmerie de Pointe-Noire. Désormais, la brigade portera le nom de ce militaire particulièrement méritant. Une cérémonie qui a eu lieu en présence de ses proches. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Depuis l'incendie du 26 novembre, une incertitude plane toujours sur le plan définitif qui sera adopté par l'ARS pour la réorganisation du centre hospitalier. Une nouvelle étude d'ailleurs de l'Agence régionale de santé sera rendue publique autour du 15 avril. Elle permettra d'établir une nouvelle programmation. En attendant, le pôle RC, qui gère toutes les activités en auto-géiatrie, a procédé à son déménagement aujourd'hui à Palais-Royal. Un transfert prévu depuis 4 ans. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Déménager un centre hospitalier n'est pas un exercice facile. Pour preuve, ce service a dû attendre 4 ans pour coordonner, organiser et optimiser au mieux son déménagement. Nous sommes ici dans le pôle Esri, ancien SSR. Donc depuis plus de 4 ans déjà, nous sommes dans un processus de déménagement, je dis bien déménagement à Palais-Royal. Alors ça prend énormément de temps, c'est une grosse organisation que nous avons mûrie avec le personnel de ces services, avec le chef de pôle, l'encadrement paramédical, l'encadrement médical. Donc ça nous a demandé énormément de travail, énormément de réunions de travail. Par rapport à cette nouvelle organisation parce que nous allons sur un nouveau site. Ce n'était pas un déménagement sur le même site, c'était sur un nouveau site. Donc forcément, ça demande des changements dans le fonctionnement, changements dans la manière de travailler, changements pour le personnel. Donc c'est pour ça, en amont, nous avions déjà fait tout ce gros travail d'organisation. Cédric, infirmier au CHU, coordonne le déménagement de son lieu de travail vers le centre gérontologique de Palais-Royal. Ça fait déjà plusieurs jours en attendant les dates de l'ARS pour acter vraiment le déménagement et pour vraiment finaliser. Donc on s'était plus ou moins déjà organisé en gros. Aujourd'hui nous sommes venus depuis hier fignoler, on va dire, apporter les petites touches, notamment au niveau du mobilier, pour pouvoir mettre dans les meilleures conditions les patients qui viendront dans les jours à venir. Ce qui part en premier, c'est vraiment le matériel, le gros matériel, c'est-à-dire le mobilier, les meubles, etc. Tout ce qu'il faudra, tout ce qui est nécessaire pour le confort des patients et la sécurité des patients, surtout, c'est le plus important. Ensuite, tout ce qui est petit matériel, matériel usuel, matériel de soins qu'on utilise actuellement, on garde temporairement parce que nos patients sont toujours actuellement au CHU. Donc, tant qu'ils seront là, on garde le matériel vital, le matériel nécessaire. Et le jour J, tout ce petit matériel partira en même temps que les patients. Prochaine étape pour le personnel de ce service, le déménagement de ces patients et l'installation du plateau technique à Palais-Royal. Et stupeur ce matin dans les rues de Pointe-à-Pitre, une bijouterie située à la rue Nausière a été braquée. Les malfaiteurs qui n'ont pas encore été identifiés ont ligoté le responsable de l'enseigne avant de s'attaquer aux vitrines qu'ils ont tout simplement explosées avant de repartir avec une partie du contenu, un butin qui n'a pas encore été estimé. Et puis cette image maintenant, celle d'actes de vandalisme commis dans l'entrée de la mairie de Basse-Terre. Une substance collante non encore identifiée a été déversée aux abords de la mairie. Marie-Luce Panchard, maire de la ville de Basse-Terre, n'a pas souhaité répondre. Demande à répondre à notre demande d'interview, commenter ces actes commis par des personnes non identifiées. Des images signées Yvan Lemar et puis suite au mouvement social engagé par le syndicat UTC-UGTG à la mairie de Basse-Terre, Marie-Luce Panchard informe les parents d'élèves que les services municipaux sont à pied d'œuvre pour permettre l'ouverture des écoles dans les meilleurs délais.
Et puis maintenant cette question. Quelle politique de l'énergie pour la Guadeloupe? Sous la coprésidence du préfet de région et du président du conseil régional, l'ensemble des acteurs de l'énergie étaient réunis aujourd'hui à l'hôtel de région pour le lancement de la révision du programme pluriannuel de Guadeloupe concernant sa stratégie en termes d'énergie. Que faut-il retenir de cette réunion? Le point avec Yvan Lemar. Les professionnels de l'énergie étaient réunis ce matin pour commencer la révision de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie adoptée l'an dernier. L'objectif étant de permettre à la Guadeloupe de consommer 50% d'énergie renouvelable d'ici 2020 et atteindre l'autonomie énergétique d'ici 2030. C'est un cadre qui permet à tout un chacun de savoir comment atteindre les objectifs de la loi de transition énergétique. Et à ce moment-là, même les entreprises, c'est un élément qui leur permet de savoir comment prévoir leur programmation, comment prévoir leur projet pour respecter l'environnement et surtout les objectifs que nous devons atteindre. Cette révision permettra de préciser les actions de la première PPE de Guadeloupe et fixera de nouvelles orientations de la politique énergétique pour les 10 ans à venir. Ce document avait une faiblesse. Cette faiblesse, c'était la mobilité. Alors c'est vrai aussi qu'il a fallu penser et mener des réflexions de telle manière qu'on puisse avoir aujourd'hui de véritables propositions pour que nous puissions effectivement agir sur cette mobilité. Aller vers la voiture électrique, aller vers la mobilité douce, aller vers du covoiturage. Ce sont ces réflexions-là que nous devons mener pendant cette période-là de telle manière que nous puissions effectivement proposer à l'ensemble de la population d'ailleurs des méthodes, de nouvelles méthodes de déplacement. Un calendrier avec plusieurs ateliers de travail a été établi. La programmation pluriannuelle de l'énergie de Guadeloupe révisée sera votée en 2019. Et la Guadeloupe vise l'autonomie énergétique d'ici 2030. Objectif ou utopie? Je vous propose d'écouter les préconisations de la présidente de l'Observatoire régional de l'énergie et du climat pour y parvenir. Elle est interrogée par Yvan Lemar. Globalement, on ne respecte pas nos objectifs puisqu'on est à plus 4% sur la consommation finale d'électricité. Donc il se décompose en 3 types de consommation. Donc la consommation d'électricité qui est globalement stable et qui, avec une part d'énergie renouvelable qui augmente, puisqu'aujourd'hui on est à 20,5% d'énergie renouvelable, d'électricité produite à partir d'énergie renouvelable. Sur le carburant, là on est plus mitigé puisqu'on a plus 1% d'augmentation, mais qui se fait surtout dans le carburant de routier avec plus 6%. Donc là encore, on a à faire et bien évidemment le carburant aérien, de par les nouvelles dessertes et le nombre de passagers qui arrivent chez nous, augmente. Pour améliorer tout ça, bien évidemment, sur la partie électrique, c'est des nouveaux projets en termes d'énergie renouvelable qui vont être mis en place sur le territoire. Mais il y a aussi la part du consommateur. Donc mieux maîtriser notre énergie, nos consommations, être plus responsables, nous, en tant que consommateurs, tout simplement. Et côté carburant, bien évidemment, là, on attend beaucoup du développement des transports collectifs, mais aussi encore une fois, au niveau des consommateurs, être responsable, à la fois pratiquer du covoiturage ou mieux arranger des alternatives douces à la mobilité. Et autre enjeu pour notre archipel, les politiques familiales mises en place sur le territoire. Aujourd'hui, les conseillers départementaux ont tenu leur première plénière de l'année. L'essentiel des débats ont porté sur le plan d'action issu des assises de la famille. Reportage Linda Kayarti. Après 26 rencontres territoriales, les Assises de la famille a désormais sa feuille de route, 14 résolutions et un plan d'action autour de 8 axes et de 71 mesures. J'ai demandé au gouvernement de nous autoriser cette création de la conférence territoriale de l'action sociale et de la famille. Je crois que c'est la première résolution. Deuxième, nous avons parlé aussi de la petite enfance, parce que nous savons très bien que c'est dès la petite enfance. Je pense qu'il faut obligatoirement accompagner les mères, faire en sorte que les enfants de 2 ans, surtout dans les familles en difficulté, soient scolarisés. Un plan d'action qui devrait permettre de remettre la famille au cœur des préoccupations sociales. Le conseil départemental devient le fer de lance d'une refondation des politiques familiales dans l'archipel. Oui, nous demandons, comme on dit en créole, nous vous occuper des affaires, nous. Donc vraiment aujourd'hui, je verserai les résultats des résolutions dans le cadre des assises territoriales, mais nous avons fait, je l'espère, un grand pas pour mieux maîtriser les problèmes, pour mieux accompagner, pour essayer de retrouver une sérénité. Parce que j'ai dit qu'on ne s'attaque pas à la violence,
mais on s'attaque aujourd'hui aux causes de la violence. Pour la mise en œuvre de son plan d'action sur une échéance triennale 2018-2021, le département prévoit de mobiliser pour l'année 2018 les crédits à hauteur de plus de 2 millions d'euros. Et nous vous en parlions hier, l'Observatoire régional du tourisme a publié les chiffres de 2017. Il en ressort que les touristes hexagonaux demeurent le groupe le plus nombreux à visiter la Guadeloupe. 7 visiteurs sur 10 viennent de l'Hexagone, soit 6 points de plus qu'en 2016. Qu'est-ce qui les motive à choisir notre archipel comme destination de vacances? Voici leurs réponses recueillies aujourd'hui par Patrick Curie et Moïse Dexter. Ce qui a motivé mon choix, tout d'abord le fait que ce soit une île en fait, comme on dit, paradisiaque. Monsieur, c'est de sa faute. Si on vient ici, on a de la famille ici. Sa famille est là, donc on essaye de venir quand on peut et c'est pas très souvent, mais on vient régulièrement. Écoutez, j'avais déjà visité la Martinique à plusieurs reprises, donc voilà, je suis ravie de découvrir votre île. C'est une très belle île. Les paysages et puis la chaleur de l'eau, on va dire. Puis c'est vrai qu'en métropole, il fait très froid en ce moment encore. Le soleil, et puis c'est une destination qui est accessible avec des enfants en bas âge. Pour voir les copines les tortues. On habite en Guyane et c'est pas loin et les plages sont très belles, l'eau aussi et voilà. Le paysage, la mer, voilà, la chaleur. Alors on a des amis qui sont de Guadeloupe et puis ma femme ici présente a déjà vécu en Guadeloupe il y a 15 ans et puis ça a été le coup de foudre. Donc elle m'a fait découvrir la Guadeloupe il y a 10 ans de ça. Depuis on a eu 2 enfants et puis à notre tour on leur fait découvrir la Guadeloupe parce que c'est le paradis. En France, en métropole, on dit beaucoup que la Guadeloupe représente avant tout le soleil et que les Guadeloupéens sont très très accueillants et depuis qu'on est arrivé ici, il n'y a pas à dire, les Guadeloupéens sont très très accueillants. On aime la Guadeloupe. Et elle pourrait bien gâcher, ternir en tout cas l'image de la destination Guadeloupe. Les sargasses sont de retour. Un 3e banc devrait arriver selon le dernier bulletin d'alerte sargasse de la DEAL qui fait état de nouveaux radeaux d'algues brunes qui se rapprochent de nos côtes. Un casse-tête pour les autorités. Ce soir, nous recevons le maire de la ville de Sainte-Anne pour nous en parler. Christian Baptiste, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes le maire d'une collectivité qui justement, une collectivité qui reçoit beaucoup de touristes avec le Gosier, vice-président de la CAR, de la communauté d'agglomération. Est-ce qu'aujourd'hui les collectivités peuvent faire face à ce que l'on a qualifié d'invasion des sargasses? Honnêtement, non. Les collectivités, déjà la CAR et encore moins les communes, ne peuvent pas faire face à cette invasion massive. Et je dirais que c'est une invasion qui est encore plus importante que les années précédentes. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a encore une grosse arrivée, une grosse invasion. La troisième arrivée, la troisième invasion. Et moi, effectivement, je n'ai jamais vu ça. En moins d'un mois, absolument. Et donc, moi, je me réjouis néanmoins de voir que le ministre de la Transition écologique et solidaire, M. Nicolas Hulot, a reçu le président de région, Harry Chalus. Parce que le président de la CAR, Jean-Pierre Dupont, que je représente ici ce soir, a tout de suite adressé un courrier, bien évidemment, au président de collectivité locale, département, région, mais aussi à ce ministre. Et donc, nous avons le sentiment, très franchement, que l'État n'a pas encore pris toute la mesure de cette catastrophe qui, je rappelle, est sanitaire, économique. On ne sait pas, ce ne sont pas des déchets, les sargasses, ce ne sont pas des matières organiques. Donc là, il faut quelque part, et je répète ce que je dis, qu'on sache exactement quelle est la nature de cette matière. Et je pense que ce ne sont pas les communes et les communautés d'agglomération qui sont capables de faire. Ceci étant. Christian Baptiste, il y a quelque chose d'assez étonnant dans la gestion de cette crise liée aux sargasses. C'est qu'on a le sentiment que les autorités sont toujours surprises chaque année d'avoir cette arrivée massive d'algues brunes. Pourtant, le phénomène est récurrent. On le connaît ici depuis 2011. Quand parviendrons-nous à sortir d'une gestion de crise pour arriver à un véritable plan anti-sargasses pour maîtriser ce phénomène, tout comme on le fait avec les cyclones? Absolument. Quelle autorité? J'étais à l'époque directeur de l'association des maires en 2011, c'était la première arrivée des sargasses. Et l'association des maires à l'époque, c'était René Noël, a été la première à adresser une motion à, évidemment, l'État. À l'époque, je crois que c'était la collègue Marie-Louise Panchard qui était ministre de l'Outre-mer à l'époque, et c'était Nicolas Sarkozy qui était président. Donc, dès le départ, les maires ont alerté sur cette situation. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, effectivement, on a l'impression qu'on découvre les sargasses, mais pas du tout. Mais je dis encore une autre fois, c'est que les communes et les communautés d'agglomération, je rappelle que la Riviera du Levant, néanmoins, a mobilisé 700 000 € l'an dernier, mais nous n'avons plus ces moyens-là, parce que ce sont des moyens qui vont en fonctionnement. Alors je comprends très bien qu'il y a eu quelque part des appels à projets, il y a eu quelque part un retard qui a été accumulé. Vous avez raison, on a l'impression que nous sommes surpris, mais il faut que nous puissions tous mutualiser. Mais à la base, je le dis, il faut que l'État puisse définir la nature. On ne sait pas totalement ce que c'est. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on apprend? On apprend au-delà des métaux lourds, il y a de l'ammoniac. L'ammoniac est toxique. L'ammoniac est toxique. Il y a des taux qui sont assez élevés sur nos littoraux. Et donc, il faut exactement qu'on sache aussi, et ça, ce ne sont pas les communes et les communautés d'agglomération qui pourront déterminer cette nature. Il faut aussi que l'État prenne ses responsabilités à ce niveau-là. Récemment, Dominique Théophile, le sénateur, interpellait le gouvernement, la ministre des Outre-mer. Il a évoqué la possibilité que la France pèse de tout son poids pour obliger les pays pollueurs à sortir, à payer, à résoudre ce problème en sortant de l'argent de leur poche, notamment le Brésil, d'où sortent ces algues brunes. Êtes-vous plutôt d'accord avec sa position? Mais je l'ai dit ici même avec Eddy Planté, en disant que nous connaissons quelque part les origines, ça vient effectivement de l'Amérique du Sud. C'est une affaire internationale. Il faut saisir les autorités internationales. Alors évidemment, on dit qu'on n'a pas encore les preuves que ce sont des pesticides, que c'est l'utilisation de l'agriculture intensive. Bref, en tout état de cause, c'est une affaire qui doit être au niveau international. Je rappelle que les sargasses arrivent par la mer, donc par les eaux internationales, et tant que ce n'est pas arrivé sur la bande des 300 mètres, c'est toujours de la compétence de l'État. Donc évidemment, c'est facile de dire oui, mais d'accord, il faut qu'on prenne nos responsabilités. C'est facile de dire effectivement, oui, il faut faire des recherches. Nous avons, j'ai entendu effectivement Jean-Yves Rassami dire, on a des compétences locales, on a effectivement des chercheurs. Mais à la base, ce qu'il faut faire, c'est que les sargasses n'arrivent pas sur le littoral. Est-ce que, justement, l'État peut prendre cette responsabilité de faire en sorte que les sargasses ne puissent pas échouer? Et c'est depuis la mer qu'on doit traiter ce problème-là. Dernière question, Christian Baptiste. On le sait, il y a cette troisième vague de sargasses qui doit arriver sur le littoral. J'imagine que Sainte-Anne ne sera pas épargnée. Qu'est-ce que votre commune fera pour justement éviter que les plages se retrouvent inondées de sargasses? Ce que nous essayons de faire au mieux avec la Riviera du Levant, nous avons des équipes effectivement mobiles. Nous avons aussi une machine. Nous avions un marché, mais qui est terminé, donc qu'on ne peut pas donc faire appel à des prestataires de services. Donc au mieux, ce que nous faisons, premièrement, là où, par exemple, à Sainte-Anne, ou en tout cas les plages qui ne sont pas envahies, on fait un ramassage manuel, comme nous pouvons le faire sur la plage du Bourg, comme nous pouvons le faire aussi sur d'autres plages avec la Riviera du Levant, mais aussi lorsque l'invasion est massive, moi en tant que maire, sur certaines plages, telles que Galba, telles que Castin ou telles que Lens-le-Helleu, eh bien nous interdisons effectivement l'utilisation de la baignade. Mais cependant, ça ne suffit pas, parce que les odeurs, nous avons des habitations qui sont juste à côté, il y a des émanations, et ça crée effectivement de vrais désagréments. Et nous avons des exemples comme Capacité de Marie-Galante, emblématique, où c'est une véritable catastrophe économique. Et donc, par conséquent, vous voyez très bien notre impuissance par rapport à ça. C'est pas ça dire que nous ne voulons pas le faire. Vous êtes dépassé. Nous faisons ce que nous pouvons. Donc, je pense qu'il faut véritablement une solidarité de l'État, une bonne fois pour toutes et sur le long terme. Merci Christian Baptiste d'avoir accepté de répondre à nos questions sur cette question des sargasses. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Vous le savez, le projet énergétique de Marie-Galante va voir le jour. Un protocole a été signé mardi. Il fixe les modalités d'installation de la centrale thermique biomasse. La centrale va être construite par Albioma. On écoute la réaction de Marie Zetzol, la maire de Grand-Bourg, qui est également présidente de la communauté des communes de Marie-Galante, qui était, je vous le rappelle, opposée à ce projet d'Albioma. On écoute ces précisions apportées avec Linda Kayarsi. Nous avons aussi acté que dorénavant, les planteurs de Marie-Galante toucheront cette prime bagasse comme les planteurs de Guadeloupe. Donc voilà déjà le cadre qui était posé pour lequel nous nous sommes battus. Pas d'importation de bois, pas de grosse centrale à Marie-Galante, ce qui nous permet à côté de développer ce que la loi de transition énergétique nous demande, d'aller vers l'autonomie énergétique des îles,
des territoires insulaires et surtout de développer les énergies renouvelables pour assurer cette autonomie. Et c'est ça que nous voulons. Nous ne voulions pas passer d'une dépendance du fioul qui est actuelle à une dépendance au bois importé. Donc nous voulions simplement respecter ce que la loi nous impose depuis 2015, à savoir les territoires insulaires autonomes en énergie à l'horizon 2030. Sauf que Marie-Galante avait pris le pari et le prend encore d'être autonome bien avant 2030, puisque vu la taille du territoire, c'est possible avec le solaire, avec l'éolien et avec toute la bagasse locale. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, la délégation de l'Association française des journalistes agricoles à la rencontre de notre diversité. Et puis l'hommage rendu à un militaire méritant à la caserne de la gendarmerie de Pointe-Noire. Depuis hier, une délégation de 16 journalistes de l'Association française des journalistes agricoles est en visite dans notre archipel. Une visite pour faire le point après les ouragans Maria et Irma. Aujourd'hui, ils ont arpenté le territoire avec la présidente de la FDSEA. Anne-Elisabeth Artsen avait aussi enfilé ses baskets pour les suivre. On regarde son reportage. Venue avec 15 de ses collègues, Marie-Astrid, journaliste agricole basée à Paris, a tenu à visiter ce matin la ferme Thibault avec la FDSEA. Objectif, découvrir notre monde agricole et ses particularités. Moi, si je suis un peu plus avec Maxette aujourd'hui, c'est parce que dans ma ligne éditoriale, les enjeux syndicaux et politiques sont quelque chose d'important et donc je traite plus particulièrement. Donc aujourd'hui, je passe vraiment la journée avec les administrateurs de la FNSEA et la présidente pour faire un point sur tous les enjeux syndicaux, mais aussi bien sûr de découvrir l'agriculture guadeloupéenne parce que c'est une agriculture dont on parle peut-être pas assez en métropole, mais qui reste pourtant importante. Enfin, si on parle juste d'importation de bananes, c'est quelque chose qui est important pour les filières françaises et pour la distribution. Du coup, aujourd'hui, j'ai découvert la ferme Thibault qui, dans un principe de fermes ouvertes, comme on trouve en métropole, nous fait découvrir des animaux avec des circuits pédagogiques pour que enfants et adultes puissent découvrir des productions. Pour la présidente de la Fédération des exploitants agricoles, cette visite est l'occasion de mettre en valeur notre savoir-faire tout en mettant en lumière les difficultés de nos agriculteurs. Aujourd'hui, Marie-Astrid, qui fait partie de France Agri, ça veut dire qui dépend aujourd'hui de la FNSEA, notre journal agricole national, pour pouvoir développer toutes nos spécificités aujourd'hui dans l'île. Parce qu'il faut savoir quand même, nous sommes à 8000 km de l'Hexagone, nous avons d'autres problèmes qui sont similaires au département de l'Hexagone, que nous, Doumi aussi, nous avons nos propres problèmes, que ce soit au niveau de la canne à sucre, que ce soit au niveau de la banane, l'élevage. Il faut savoir que ça va très mal aussi au niveau de tout confondu le secteur agricole en France et de Navarre. En Guadeloupe aussi, on a les mêmes problématiques et même plus. Une réunion sera donc organisée ce vendredi à l'auberge de la Vieille Tour afin de faire le bilan de ces 4 jours de visite au cœur de notre agriculture locale. Et retour sur un fait divers qui s'est déroulé hier soir en Guyane dans un supermarché de Leader Price dans la commune de Matoury. Tout laissait à penser qu'il s'agissait d'une prise d'otage. 6 employés se sont calfeutrés dans la salle des coffres suite à l'éruption de plusieurs individus armés. Après 2 heures, les victimes ont été libérées par les forces de l'ordre alors que les malfaiteurs avaient déjà déserté les lieux. Le reportage et les précisions de Jonathan Lariot. Le casse s'est déroulé hier soir dans l'enceinte du Leader Price de Balata. Plusieurs individus armés s'introduisent dans le magasin à l'heure de sa fermeture. À l'intérieur de l'établissement, 6 employés étaient encore présents. Sous la menace des individus armés, les employés se barricadent dans une salle. Prévenue par un des employés, la police intervient rapidement mais ne peut entrer. La situation inquiète jusqu'à être qualifiée de prise d'otage sur les réseaux sociaux. Le terme de prise d'otage a été évoqué. Il n'en a jamais été question à aucun moment. La seule ambiguïté pour nous, c'était que les victimes étaient regroupées dans un local, fermées de l'intérieur par leurs soins, mais, comme je vous indiquais, avec la possibilité que les auteurs soient toujours dans l'établissement commercial et qu'ils n'aient pas eu le temps de s'exfiltrer avant notre intervention. Donc c'était un scénario un petit peu compliqué. Donc il a fallu qu'on mette ce fameux dispositif très lourd en place afin d'assurer la sécurité des personnes qui étaient dans l'établissement commercial. Une situation très délicate pour les forces de l'ordre qui finiront par rentrer, mais constateront que les bandits se sont échappés. La partie, on va dire, intervention a été traitée hier soir avec le concours d'antenne GIGN, et dans un second temps, nous sommes passés sur le volet judiciaire à proprement parler. Donc l'enquête a été confiée à la section de recherche de Cayenne, sous la direction du parquet de Cayenne.
Donc on est dans la phase la plus précise et la plus technique qui soit, c'est-à-dire tout ce qui est constatation technique, recueil d'informations auprès des différentes employés présents au moment des faits d'exploitation des vidéos du magasin, bien évidemment. Donc c'est une partie qui va être assez longue et on est dans cette phase à l'heure actuelle qui va, on l'espère, nous permettre d'identifier les auteurs et de les interpeller. Aujourd'hui, aucune piste ne permet leur identification. Le montant du cas s'élèverait à plusieurs centaines d'euros. Et puis en Martinique, 2 marins pêcheurs sont portés disparus, partis depuis hier à 4 h du matin. Ces 2 habitués de la pêche dans le canal de Sainte-Lucie n'ont plus donné signe de vie. Voyons ce reportage de Yohan Boulard. En Babouc, c'est ici que Daniel Florian dit Galbaro et son matelot Franz Norbert dit Panzo ont pris la mer à l'aube. À bord de Christina, un télamon semblable à celui-ci. Depuis, plus de nouvelles. Il dit qu'il y a comme une DCP au large de Saint-Lucie. Comme il y a en l'opération Adam, alors il dit que c'est légal. Entre-temps, ça ne pas l'homme et puis entre-temps, on ne peut pas s'y aller pêcher à Miquelon, qu'on n'a pas dit thème Martinique à Miquelon. Dans la journée, les embarcations entrent une à une, mais pas l'ombre du Christina. 24 heures plus tard, bien qu'inquiète, la famille garde espoir, les yeux rivés sur l'horizon. Daniel, c'était un bâton. C'était un bouquet bien connaître la mer. Et nous croyons qu'à un moment qui est arrivé, puis nous croyons qu'il y a une madame, qu'on ici, qu'on moi-même, qu'on toute famille, qui a camarade, tous ces péchés qui aujourd'hui a dit qu'il ne faut pas aller pièce côté, il faut attendre Daniel. Et c'est ça nous croyons vivre aujourd'hui, nous croyons attendre Daniel. Pour les marins pêcheurs, ces disparitions sont les risques du métier. Vous payez un pas de moteur, vous payez un balise par exemple défectueux, vous payez, même si on est téléphone, il y a une certaine distance, le téléphone n'a pas qu'à passer, c'est aléatoire. Personne ne va dire, je dis jour, qui ça qui fait vraiment quoi. Pense aux appels 2 fois, mais 2 fois il a trouvé. Et là, je suis confiant, et puis la grâce éternelle, il va arriver, il va venir, je suis sûr, il va venir, il va arriver ce monsieur, tout le monde a dit négatif, il a coulé, même il n'a pas coulé. Pour le CROSAG, sur le pied de guerre depuis hier, le dessalage serait la thèse la plus probable. Cette balise n'a pas pu être mise en œuvre par les marins pêcheurs et a priori il est possible, il n'est pas improbable que le navire du coup ait pu se retourner puisqu'on n'a plus de contact avec les portables. Et ce qu'on espère tous là, c'est qu'effectivement ces marins pêcheurs d'abord sont en bonne santé et puis ont pu être d'abord sur leur yawl, on le souhaite, ou à proximité. Nous avions une position assez précise grâce à la famille de la zone de pêche et nous avons donc élaboré des hypothèses de dérive pour pouvoir dès cette nuit faire une première phase de recherche avec Dragon 972 de la sécurité civile qui malheureusement compte tenu des conditions de visibilité n'a rien donné. Les recherches se sont intensifiées aujourd'hui. L'avion des douanes a fourni un appui supplémentaire. Des recherches qui ont porté leurs fruits puisqu'un des 2 naufragés a été repêché dans l'après-midi en baie de Trinité. Et puis maintenant cet hommage rendu aujourd'hui à Gérard Coué, à la gendarmerie de Pointe-Noire. Désormais la brigade portera le nom de ce militaire particulièrement méritant. Une cérémonie qui a eu lieu en présence de ses proches venus de l'Hexagone pour l'événement. Reportage Karen Diama, Patrick Curie, Moïse Dexter. Vive émotion lors de l'inauguration de la caserne de gendarmerie à l'éponyme de Gérard Coué, victime du devoir. Sa femme et ses 3 enfants ont pris l'avion pour cette occasion. C'est une grande famille, comme je dis, surtout qu'on ne s'y attendait pas du tout. 32 ans après, qu'on nous fasse cet honneur, c'est que du bonheur. Toujours disponible, toujours prêt pour son travail et tout. Puis bon, un super papa, un super mari, donc non, c'était une très grosse perte pour nous. Pour le commandant de gendarmerie, il s'agit bien plus d'une simple inauguration, mais d'un devoir de mémoire. On a ici un gendarme qui s'est engagé jusqu'au bout de son devoir pour arrêter des malfaiteurs et comme vous le savez, qui a laissé la vie dans cette affaire-là et vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de la collectivité de gendarmerie. C'est d'abord le devoir de mémoire, la reconnaissance de l'ensemble de la gendarmerie pour une action de l'un de ses membres, de l'un de nos camarades. Lors de son discours, le préfet de région n'a pas oublié de rappeler l'importance de la famille dans ce corps de métier. J'ai associé à cet hommage les familles puisque la veuve et les enfants et la famille du général Coué étaient présents puisque il a été décidé de donner son nom à la nouvelle caserne de gendarmerie en mémoire de l'acte de courage qui a fait qu'il a perdu la vie en poursuivant des délinquants.
Voilà, donc j'ai associé les familles parce qu'elles contribuent à supporter leurs conjoints. Et il faut aussi que les familles soient logées dans de bonnes conditions. Ça participe à la qualité des missions. D'autres casernes devraient voir le jour dans les mois à venir. D'autres seront rénovées. Quant à la caserne Gérard Coué, fonctionnelle depuis septembre dernier, elle accueille 6 gendarmes et leurs familles. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Saint-François et dans le quartier de Carac aux Abîmes. Les coupures sont prévues chez vous demain soir à compter de 18 h avec un retour à la normale prévu le lendemain à 6 h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang sera demain sur le parvis de la mairie du Moule toute la matinée. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 12 avril. Nous l'avons vu ce soir, quelle politique de l'énergie pour la Guadeloupe. L'ensemble des acteurs étaient réunis aujourd'hui à l'hôtel de région pour réactualiser la programmation pluriannuelle de l'archipel. Un document cadre qui donnera la trajectoire prise par le territoire en matière d'énergie. Et puis nous l'avons vu aujourd'hui, c'était la première plénière de l'année du conseil départemental. Les conseillers ont débattu sur les plans d'action et les résolutions issues des assises de la famille afin de repenser les politiques familiales mises en place chez nous. Et puis plus de 4 mois après l'incendie qui a détruit une partie de l'hôpital, le pôle Esri a entamé son déménagement à Palais-Royal. Aujourd'hui, un transfert qui s'est fait en douceur avec tout d'abord le transfert du matériel. Et puis nous sommes revenus sur l'hommage rendu aujourd'hui à Gérard Coué, à la gendarmerie de Pointe-Noire. La brigade portera le nom de ce militaire particulièrement méritant, victime du devoir, une cérémonie qui a eu lieu en présence de ses proches. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18 h 45.